Nous reprenons notre récit sur les Sturmtruppen, que vous pouvez et devriez regarder ici si ce n'est pas déjà fait. La mission des Sturmtruppen commençait en réalité plusieurs jours avant l'action elle-même. Elles étaient acheminées le plus près possible du front en camion pour économiser leurs forces. De là, elles effectuaient une reconnaissance du secteur, étudiaient la position ennemie qu'elles allaient attaquer afin d'en repérer les points faibles et d'affiner le plan. Une fois tout verrouillé, venait la préparation d'artillerie, qui n'avait rien à voir avec le bombardement prolongé classique. Au lieu d'annoncer l'attaque par des jours de pilonnage, le tir était court, d'une violence extrême, et soigneusement concentré sur des points précis du secteur attaqué. C'était le travail de Jörg Bruchmüller, un officier d'artillerie qui mit au point le système Feuerwalz, littéralement le rouleau de feu, où le barrage était découpé en 3 phases brèves et brutales. D'abord, on frappait les postes de commandement, les positions téléphoniques et les lignes de communication avec un mélange d'obus explosifs et d'obus à gaz. La deuxième phase déplaçait le feu vers les batteries ennemies, surtout avec du gaz, pour les empêcher de tirer sur les Sturmtruppen qui avançaient. Et la troisième phase visait les lignes d'infanterie dans les tranchées de première ligne, pour réduire les défenseurs au silence juste avant l'assaut, pendant que d'autres batteries martelaient l'arrière pour empêcher les renforts d'arriver. L'ensemble durait au maximum quelques heures, afin que l'ennemi n'ait pas le temps de se préparer comme lorsqu'il subissait une semaine entière de bombardement qui lui disait exactement ce qui allait suivre. Et le dernier élément, le plus important, c'était le barrage roulant lui-même, que vous connaissez sans doute déjà. C'était un rideau de feu minutieusement synchronisé qui avançait devant l'infanterie à une cadence prédéfinie, par exemple 200 mètres, toutes les 4 minutes. L'infanterie suivait ce rideau d'aussi près que possible, en espérant ne pas se faire pulvériser par ses propres obus, ce qui, au passage, était déjà tout un défi, parce qu'au moindre faux pas, elle se faisait toucher par ses propres tirs. Et, sans surprise, cela arrivait. Un obus pouvait tomber trop court, un des servants pouvait se tromper dans ses calculs, ou l'infanterie pouvait avancer trop vite. Et pour compliquer encore les choses, des obus à gaz étaient employés dans la plupart des actions de Sturmtruppen. Les hommes devaient donc courir à travers le No Man's Land et combattre en portant des masques à gaz, ce qui n'a rien de très fun, soyons honnêtes. Tout le but de l'opération était que l'infanterie arrive au plus près de la tranchée ennemie au moment exact où le barrage se relevait. Au moment où les défenseurs commençaient à sortir de leurs abris, les Sturmtruppen déclenchaient les lance-flammes, lançaient les grenades et sautaient littéralement sur eux pour achever les survivants avant qu'ils aient la moindre idée de ce qui se passait. Puis elles poursuivaient à travers les points faibles de la défense, en contournant les points d'appui si elles ne pouvaient pas les détruire. L'infanterie ordinaire suivait derrière pour tenir le terrain tout juste conquis, puis encercler et neutraliser les points d'appui encore en place. Les Sturmtruppen elles-mêmes recevaient toujours l'ordre d'avancer le plus loin possible, ce qui ajoutait encore au risque. Parce que si quelque chose tournait mal, même après la prise d'une position, elles se retrouvaient coupées de leur propre ligne. Elles cherchaient aussi à exploiter au maximum l'obscurité, le brouillard ou la pluie, en attaquant quand les défenseurs s'y attendaient le moins, ou ne distinguaient tout simplement pas les silhouettes sombres qui se faufilaient vers eux. Donc, au lieu du bombardement d'artillerie, elles rampaient pendant des heures dans le No Man's Land, dans un silence absolu, centimètre par centimètre, vers la tranchée ennemie. Un seul faux mouvement, quelqu'un qui s'accroche au barbelé ou éternue, et l'autre camp tire un éclairant, et toute la force d'assaut se retrouve exposée à découvert. En gros, c'était terminé. Au moins la moitié ne revenait pas après avoir été repérée. Mais si elles atteignaient la ligne encore intacte, elles devaient alors éliminer silencieusement la sentinelle devant la tranchée principale. Et ça, franchement, c'est le genre de chose qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Un seul cri pouvait alerter les défenseurs. Et là encore, tout est fini. Mais si elles parvenaient à l'abattre, elles étaient prêtes à prendre d'assaut la tranchée principale. Les grenades entraient d'abord, et dès qu'elles explosaient, les Sturmtruppen bondissaient et finissaient le travail. Chaque groupe s'en prenait à son secteur désigné en faisant exactement ce pourquoi il était venu. Quand l'offensive allemande sur Verdun s'ouvrit le 20 et 1 février 1916, les Sturmtruppen étaient dans la première vague. L'assaut constituait la plus grande opération allemande depuis le début de la guerre, et la méthode fonctionna exactement comme prévu contre la première ligne de défense, la vitesse et l'effet de surprise submergeant les positions. L'événement le plus spectaculaire des premiers jours de l'offensive fut la capture du fort d'Ouaumont, le plus grand et le plus élevé de l'anneau des 19 forts majeurs protégeant la ville. Les Français l'avaient laissé à peine tenu et à peine armé, et les Allemands en profitèrent immédiatement. Le sergent pionnier Félix Kunze, 24 ans, à la tête d'un groupe d'une dizaine de sapeurs de combat, s'approcha du fort. Après avoir réalisé que personne ne leur tirait dessus, il avança encore et trouva l'entrée. Ses hommes refusèrent de le suivre à l'intérieur, mais il entra quand même, fusil à verrou à la main, et erra seul dans les couloirs.
Il tomba sur la pièce où se trouvait l'équipe de canonniers, les captura, les enferma dans une salle, puis continua à explorer. Il finit par découvrir un réfectoire, avec de la nourriture encore sur la table, et après une matinée bien rude, il s'arrêta pour manger quelque chose. Plus tard, un second groupe d'une vingtaine d'hommes entra par un entonnoir d'obus et captura le reste des défenseurs français, s'emparant de la place sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré à l'intérieur. Mais au-delà du fort Douaumont, les Sturmtruppen menèrent quelques 70 missions pendant la bataille de Verdun. Et elles finirent par convaincre le haut commandement allemand que le concept devait être développé davantage, et qu'il pouvait être même offrir une vraie chance de gagner cette guerre monstrueuse. Et vous allez voir comment, avec cette idée, les Allemands misèrent tout sur la toute dernière mission des Sturmtruppen. Les unités et l'entraînement des Sturmtruppen se répandirent donc rapidement et l'on prit les meilleurs hommes des unités ordinaires pour remplir leurs rangs. Cela se retourna d'ailleurs contre le reste de l'armée allemande qui se vida de l'intérieur à mesure que ses meilleurs soldats étaient aspirés ailleurs, réduisant sérieusement sa capacité de combat globale. Entre deux missions, la vie des Sturmtruppen était bien différente de celle de l'infanterie ordinaire autour d'elle. Et c'était d'ailleurs une autre raison qui poussait les soldats à se porter volontaires au départ, elles avaient de meilleures rations, du tabac et de l'alcool. Elles étaient cantonnées dans des bâtiments en arrière-ligne plutôt que dans des tranchées ou des tentes. Elles avaient davantage de permissions et n'effectuaient pas la routine broyante des fantassins ordinaires, qui les enviaient beaucoup pour tout cela. Mais tout cela avait été gagné au prix du sang et de missions bien plus souvent destinées à échouer qu'à réussir. Ici, on a l'exploit le plus spectaculaire des Sturmtruppen lorsqu'elles ouvrirent la bataille de Caporetto en octobre 1917. C'était sur le front italien, resté figé depuis plus de 2 ans. Mais comme l'armée russe ne représentait plus une menace à l'Est, les Allemands acceptèrent d'aider les divisions austro-hongroises présentes et d'envoyer leurs meilleurs hommes pour régler le problème. Le secteur choisi était le plus calme, celui où les défenseurs s'attendraient le moins à une attaque. L'assaut, parfaitement préparé, commença à 2 heures du matin sous la pluie et les nuages bas, avec ce bombardement rapide, concentré et en 3 phases que nous avons expliqué plus tôt. Un lourd barrage d'obus à gaz chargé en chlore et en phogène fut tiré dans les tranchées de la vallée et beaucoup de soldats italiens n'avaient même pas de vrai masque à gaz. L'effet fut donc tout simplement horrifiant. À 8 heures du matin, ils firent également sauter 2 grosses mines sous les points d'appui situés sur les hauteurs. Puis l'assaut d'infanterie commença, avec bien sûr les meilleures troupes en tête. Elles s'infiltrèrent par les brèches de la ligne en petits groupes et s'enfoncèrent profondément dans l'arrière. La 2 armées italiennes s'effondra tout simplement. Elle n'était pas préparée à ce type d'attaque et des milliers d'hommes se rendaient. Certaines unités avancèrent jusqu'à 24 km dès le premier jour. Les Italiens perdirent 10 000 soldats tués, 30 000 blessés et 260 000 prisonniers. Et parmi les Sturmtruppen engagés dans cette mission, il y avait un homme qui deviendrait bien plus célèbre lors de la guerre suivante, Erwin Rommel. Oui, il fut Sturmtrupp avant la Seconde Guerre mondiale et il appliquerait plus tard ce qu'il avait appris ici à ses tactiques agressives avec des chars et à une échelle bien plus grande. Puis, 6 semaines après Caporetto, sur le front occidental, les Britanniques attaquèrent avec près de 500 chars et, pour la première fois, sans le moindre bombardement préparatoire, prenant complètement les Allemands de court. Ils écrasèrent les tranchées et percèrent la ligne en plusieurs endroits, avançant jusqu'à 8 km le premier jour. On eut l'impression que les Britanniques avaient trouvé la clé du blocage de la guerre des tranchées jusqu'à l'arrivée des Sturmtruppen 10 jours plus tard, qui contre-attaquèrent dans leur style habituel après ce bombardement bref et brutal. Les Sturmtruppen passèrent en premier et frappèrent les Britanniques depuis les directions les plus inattendues, reprenant tout le terrain gagné. Elles détruisirent environ 40 chars, improvisant au passage avec des grappes de grenades ou en utilisant des pièces d'artillerie pour tirer à bout portant sur eux. On avait l'impression que les Sturmtruppen étaient irrésistibles. Mais maintenant, la scène était prête pour leur dernier coup d'éclat, qui allait aussi être la fin de la guerre, et la fin des Sturmtruppen elles-mêmes. Au début de 1918, l'Allemagne mit officiellement fin au combat contre la Russie à l'Est et libéra ainsi environ 50 divisions, soit près d'un demi-million d'hommes, à transférer sur le front occidental. Pour la première fois depuis 1914, elle disposait de plus d'hommes que les Alliés. Mais cette fenêtre n'allait pas durer, car les États-Unis envoyaient environ 250 000 soldats par mois et tout était préparé pour un printemps qui allait peu être décidé du sort de la guerre. Le blocus naval britannique avait littéralement étranglé l'Allemagne jusqu'à la famine, à la fois sur le front et parmi les civils à l'arrière. Les Allemands savaient qu'ils ne tiendraient plus très longtemps si rien ne changeait. Si les Sturmtruppen pouvaient briser la ligne alliée et imposer une décision avant que la puissance américaine ne devienne écrasante, l'Allemagne pourrait survivre. Sinon, plus rien n'aurait d'importance. Tout ce que la guerre avait construit jusque-là reposait sur les épaules de ces hommes. Alors ils eurent l'idée de percer les lignes alliées à la jonction entre les armées britanniques et françaises
et de les séparer, ce qui, en théorie, mettrait les Britanniques hors de combat. Il n'existait pas de vrai plan pour la suite, mais la situation était déjà assez désespérée comme ça. Ainsi, 63 divisions allemandes furent concentrées contre 26 britanniques sur un front de 80 km. L'artillerie fut masquée comme jamais auparavant, avec quelques 10 000 pièces de tous calibres. Le système Feuerwalls fut porté à un niveau jamais tenté jusque-là. C'était maintenant ou jamais. L'infanterie fut divisée en unités d'assaut et en unités de tenue de tranchée, ce qui signifiait que l'une percerait et avancerait pendant que l'autre défendrait le terrain gagné. Et devinez qui allait entrer en premier ? Comme toujours, on prit les meilleurs hommes de chaque division pour mener l'assaut. Le 21 mars 1918 à 4h40 du matin, les canons ouvrirent le feu. En seulement 5 heures, ils tirèrent plus de 5 millions d'obus, ce qui en fit le bombardement le plus intense de l'histoire de la guerre. Gaz, explosifs, shrapnel, tout tombait sur les positions britanniques sur un front de seulement 240 km². À 9h30 du matin, les Sturmtruppe avancèrent dans un épais brouillard, se déplaçant exactement comme elles avaient été entraînées. Ceux qui avaient survécu au barrage furent médusés de voir des Allemands émerger de tous les côtés, sortant du brouillard. Dès le premier jour, plus de 20 000 soldats britanniques furent faits prisonniers. La ligne avait été percée, ce qui ne s'était pas produit une seule fois pendant toute la guerre. Mais les pertes allemandes étaient elles aussi sévères, environ 40 000, et les Sturmtruppen encaissèrent le pire. Au cours des jours suivants, l'avance s'enfonça plus loin, jusqu'à 64 km par endroit. On eut vraiment l'impression qu'ils y étaient arrivés. Puis tout s'effondra, et pour une raison plutôt étrange en fait, les Sturmtruppen combattaient sans interruption depuis des jours. Elles n'avaient ni nourriture ni eau, et les ravitaillements devaient leur parvenir à travers un terrain complètement ravagé par leurs propres bombardements massifs. Elles crevaient de faim. Après avoir mangé les chevaux, elles partirent à la recherche de ravitaillement, et elles en trouvèrent. Elles traversèrent les villes, tombèrent sur des dépôts britanniques et mirent la main sur des choses qu'elles n'avaient pas vues depuis des mois voire des années à cause du blocus naval. Du pain blanc, de la viande en conserve, du chocolat, du tabac et de l'alcool en quantité énorme. On ne peut franchement pas leur reprocher de s'être arrêtés. Après de telles horreurs, pour souffler un peu, même les officiers n'arrivaient plus à stopper leurs hommes. Ils se saoulèrent, devinrent imprudents et l'avance s'enlisa. Mais contrairement à toutes les opérations précédentes, où les Sturmtruppen faisaient leur part du travail avant d'être retirés, cette fois ce fut différent. Elles ne furent pas retirées après la rupture initiale de la ligne. Le commandement les maintint en action continue pendant des semaines, sans relève ni même repos, les poussant toujours plus loin pour exploiter les gains, jusqu'à les épuiser complètement. Peu après, toute la branche des Sturmtruppen devint incapable de combattre. Et pour aggraver encore les choses pour l'Allemagne, ces hommes ne pouvaient plus être remplacés à ce stade. Les soldats les plus d'élite, les mieux entraînés qu'il avait fallu des mois pour réunir et préparer, avaient disparu. Et il n'y avait tout simplement personne pour prendre leur place. Les rangs étaient remplis de conscrits ordinaires qui savaient en gros, à ce moment-là, que la guerre était perdue et pas en faveur de l'Allemagne. Ils désertaient et se rendaient à la première occasion. Amiens était l'objectif dont la capture aurait pu couper les lignes de ravitaillement britanniques et peut être les pousser hors de la guerre. Les approvisionnements stockés là, dont l'Allemagne avait désespérément besoin, auraient pu tomber entre leurs mains. Mais la ville ne fut jamais prise. Les Allemands en furent à moins de 8 km et furent stoppés. Et chaque offensive connut la même fin après un début spectaculaire. C'en était fini. Les pertes totales de l'Allemagne sur les 5 offensives de printemps dépassèrent 680 000 hommes et les pertes des Sturmtruppen étaient quasiment de 100%. Elles avaient cessé d'exister comme force de combat. Les Alliés contre-attaquèrent et voilà, à peu près. Mais l'idée des Sturmtrupp est toujours bien vivante aujourd'hui, parce que depuis leur apparition, personne n'a oublié à quel point elles furent efficaces. De petites équipes de soldats d'élite, très bien entraînés et incroyablement courageux, ont continué d'exister à travers les guerres qui ont suivi. Et nous avons encore des Sturmtruppen aujourd'hui. Elles s'appellent simplement SAS, Navy Seals et ainsi de suite. Elles fonctionnent selon les mêmes principes, mais avec les gadgets modernes sophistiqués dont les Sturmtruppen allemandes de la Première Guerre mondiale n'auraient même pas pu rêver.